Bonjour Daniel Cohn-Bendit, merci beaucoup d'être en duplex avec nous de Bruxelles. Je précise que nous enregistrons cette interview en début d'après-midi. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen et nous sommes en duplex depuis Strasbourg, depuis le Parlement européen où vous êtes intervenu hier en séance sur l'opération française au Mali. Cette opération française, est-ce qu'elle était nécessaire ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une union sacrée autour du président et du gouvernement ? Écoutez, d'abord bonjour. Elle était nécessaire, oui, à partir du moment où visiblement l'effondrement du pouvoir central malien était évident et qu'il y avait un danger de prise de Bamako par les insurgés, on peut les appeler comme on veut. Il fallait intervenir pour éviter le pire. Mais cette intervention militaire, donc nécessaire, ne résout rien. Donc, en fait, on est toujours à la case départ depuis maintenant près de 2 ans. On essaye de résoudre ce problème, d'aider à trouver des solutions, mais on n'avance pas tellement. Néanmoins, vous l'approuvez, le but de guerre n'est pas humanitaire comme en Libye, il est clairement de détruire, a dit François Hollande, les terroristes criminels qui occupaient le nord du Mali. Vous souscrivez à cet objectif de guerre ? D'abord, en Libye non plus, c'était pas simplement humanitaire, puisque, en fin de compte, l'intervention militaire était faite pour chasser, pour battre, pour détruire le pouvoir de Kadhafi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Là, je crois que toute cette rhétorique guerrière, il faut tuer, tout ça, ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, on a évité le pire, on évite le pire avec l'intervention militaire. En ce moment, on crée un espace et on espère que la stabilisation arrivera par des forces militaires et policières africaines. Ça va mettre un certain temps. Et puis, il y a le problème de réunir les conditions qu'il y ait un pouvoir politique au Mali qui respecte maintenant les uns et les autres au Mali. C'est-à-dire que vous avez dans le nord, vous avez un problème aussi, par exemple, avec les Touaregs, leur volonté d'indépendance, leur volonté d'autonomie culturelle, d'autonomie politique. Maintenant, comment on va résoudre ces problèmes? Et puis, vous avez le problème des richesses minière de ce pays et comment aider à ce que ce pays puisse en fait profiter de ces richesses. Vous avez dénoncé hier l'absence de l'Europe en fait et l'absence d'une aide européenne. C'est vrai qu'on a le sentiment que la France est seule. Catherine Ashton, la responsable des affaires extérieures européennes, a même dit non, il n'y a pas d'armée européenne. Donc en fait, merci aux Français, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Moi, il y a 2 choses. Ce qui m'a un peu irrité hier dans le débat, c'est que Mme Ashton et après les autres disent « nous sommes concernés ». Et il y a cette chose bizarre, on dit « nous », mais quand à l'intervention militaire que tout le monde jugeait, la plupart des intervenants hier jugeaient nécessaire, c'est vous les Français. Et puis il y a, parce que je parle aussi à l'opinion publique allemande, ce qui m'irrite en Allemagne et qui m'énerve même, c'est que quand il se passe quelque chose, c'était déjà le cas pour la Libye et maintenant on a le Mali, où les Allemands disent, là sur le Mali c'est juste, mais de toute façon nous on ne participera pas à l'intervention militaire. Je ne dis pas que l'Allemagne doit participer, mais qu'a priori, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, les Allemands se disent on est aux abonnés absents, c'est un problème. Et deuxièmement, d'ailleurs, on voit le problème. Depuis 1 an, on parle de l'encadrement de l'armée malienne. Donc de la former, de lui donner des armes. Et puis on savait très bien que l'armée malienne a besoin d'un encadrement, non pas, et d'une formation avant, mais pendant l'intervention. Et si on a mis tant de temps, on n'a pas réussi jusqu'à présent, c'est parce qu'entre autres, par exemple, les Allemands refusaient de participer à l'encadrement dans l'action. Donc en fait, on est toujours dans cette contradiction
qu'on veut bien être un peu dedans. Alors j'ai provoqué en disant, d'accord, les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, c'est pour nous. Et puis, vous risquez votre vie, ça c'est pour risquer sa vie, c'est pour vous. Et ça ne peut pas être la solution. Mais il y a un autre problème. Oui, mais l'erreur des Français, de la France et du gouvernement français, c'est que depuis un an, on a préparé, on a cru, avec l'Union européenne d'ailleurs, et ça c'était intelligent, qu'on allait pouvoir endiguer le phénomène sans intervention. Je ne critique pas cette politique diplomatique et cette politique d'influence qu'on a essayé avec les Européens, mais on n'a jamais pensé à un plan B. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas ? Et que la France n'ait pas préparé politiquement, diplomatiquement, les conditions d'une intervention européenne si jamais c'est nécessaire. Et si la France se trouve seule aujourd'hui, c'est parce que justement, on ne pense pas en perspective que s'il y a une situation politique qui nous oblige, on ait une réponse européenne. Et d'ailleurs, la France est réticente, comme d'ailleurs l'Allemagne, comme l'Angleterre, à nous engager vers une force d'intervention militaire et civile, ou civile et militaire, ça dépend des situations européennes. Demain, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères européens. Laurent Fabius doit la convoquer, la demander. Qu'est-ce qu'il doit demander aux autres Européens? Qu'est-ce qu'il doit proposer? Est-ce qu'on peut avancer sur cette idée de force européenne? Bah ça dépend de Laurent Fabius et de la France. Oui, mais évidemment qu'on peut avancer. On va mettre du temps. Ce qu'il va dire demain, c'est qu'il faudra payer maintenant non seulement l'intervention, mais il faudra payer aussi l'évolution du Mali, de mettre la société, d'aider la société malienne et le pouvoir malien à justement être un pouvoir juste et crédible pour les Maliens. Donc ça va aussi nécessiter il y aura nécessité d'une intervention financière, d'une aide financière. Donc c'est ça ce qu'il va demander. À long terme, il faut que les gouvernements, que les Européens se posent la question de pourquoi on est incapable aujourd'hui d'aller vers un pacte européen de sécurité, de paix et de sécurité, avec des forces d'intervention civile de paix et des forces d'intervention militaire si c'est nécessaire. Il faut aller dans cette direction. Vous savez, on a en Europe 1,5 million de soldats en armes. 1,5 million d'Européens sont en uniforme militaire. Vous pouvez me dire pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque alors qu'apparemment la lutte contre le terrorisme est une priorité? Ce qui bloque, c'est que quand on parle défense nationale, on parle défense, on ne pense que défense nationale. Ce qui bloque, c'est la conscience européenne qu'aujourd'hui, les États membres européens seuls ne sont presque rien. La France nous joue la gloriole de la défense nucléaire. La défense nucléaire, elle sert à quoi? En Libye, la défense nucléaire au Mali, elle sert à quoi? Rien. Rien du tout. Donc on ne comprend pas qu'aujourd'hui, notre souveraineté, mais même notre souveraineté dans des conflits comme cela, ne peut être qu'une souveraineté, disons, en perspective européenne, que la souveraineté nationale n'est plus suffisante pour, en fait, réagir aux conflits auxquels nous sommes confrontés. Je reviens à la politique française parce que pour les écologistes et les Verts en France, on a le sentiment de voix discordantes. Noël Mamère, très sévère avec cette intervention, qui considère que c'est le retour de la France-Afrique. Et François de Rugy, porte-parole des Verts au Parlement, qui dit qu'il soutient l'opération. C'était prévisible, ces voix discordantes, cette difficulté à avoir une position claire? Vous avez une belle brochette, hein. Vous avez Noël, vous avez Giscard, vous avez Villepin. Oui, bon, il y a des postures comme ça, mais Noël pose un problème. Le problème de la démocratie française, de l'exécutivisme français, qui fait que le président peut envoyer des troupes de par le monde sans en faire un débat parlementaire. Alors que c'est impossible, par exemple, en Allemagne. Donc là, il y a des vrais débats de changement presque constitutionnel à imaginer en France. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que ça sera la conséquence? Ça sera la France-Afrique traditionnelle? Ça dépend de ce qui va se passer maintenant. L'intervention militaire en soi n'est pas la démonstration du France-Afrique, mais de la manière
est-ce qu'on va avoir une mainmise française sur le Mali, donc en fait sur, si vous voulez, toutes les richesses dans le sol malien, ou est-ce que c'est une intervention qui, après, se transformera vraiment en une passation des pouvoirs aux Maliens, et donc qu'ils eux-mêmes aient, disons, les bénéfices de leurs richesses qui se trouvent sur leur sol, ou dans leur sol? Certains disent que François Hollande se révèle à l'occasion de cette guerre. Vous êtes surpris de cette détermination ? Bon, écoutez, il voulait être président de la République, donc j'espère qu'il a pensé qu'il y a des moments où il devrait prendre de telles décisions. Donc je ne sais pas s'il se révèle. Oui, il sait qu'il est président de la République. Il a longtemps hésité, il ne voulait pas intervenir. D'ailleurs, à cause de cette histoire de France-Afrique, et puis devant la réalité, eh bien, il a réagi en tant que président de la République, et il est légal. En le faisant autrement, de Sarkozy ou des autres qui se sont retrouvés, ou de François Mitterrand, qui se sont retrouvés dans ces situations. Ça, si vous voulez, c'est le job normal d'un président de la République. Si vous n'êtes même pas capable de prendre ce genre de décision, il ne fallait pas y aller. Jusqu'où vous le soutiendrez dans cette opération ? J'en sais rien. Moi, pour l'instant, je soutiens parce que je trouve que c'était nécessaire. Il faut voir comment ça évolue, il faut voir les débats qu'il y a, il faut voir comment, maintenant, l'entrée, disons, en action des forces africaines, quel sera le résultat pour la société, comment on va poser le problème qu'il y a de l'extrême pauvreté du nord du Mali. Dans cette extrême pauvreté, comment on va poser le problème des Touaregs, comment on va poser le problème des Touaregs qui ne sont pas seulement au Mali, mais en Algérie. Donc vous avez, c'est un peuple sans territoire. Vous avez, si vous voulez, le problème Touareg ressemble au problème kurde. Juste un mot. C'est-à-dire qu'il est très complexe. Juste un mot pour vous dire qu'apparemment, il y a déjà une opération peut-être de prise d'otage en Algérie, une attaque terroriste sur une installation pétrolière en Algérie. Est-ce qu'il faut s'attendre à ces conséquences et est-ce qu'on va pouvoir, selon vous, les supporter longtemps ? Ça, j'en sais rien. Que si à partir du moment où vous intervenez au Mali, c'est vrai qu'il peut, et vraisemblablement il y aura, des conséquences, c'est-à-dire s'il y a toute une partie dans ces forces quand même, disons, des insurgés aux Maliens sont des forces terroristes, donc c'est vrai qu'ils vont essayer maintenant d'intervenir en Algérie ou dans d'autres régions africaines. Oui, ça, c'est le prix terrible de ce genre d'intervention. Hein, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas le faire ? Moi, j'estime que pour l'instant, cette intervention se justifie. Et puis, parce que la position de Noël, que j'aime bien, elle est facile, mais qu'est-ce qu'il aurait gueulé si ces forces, disons, AQMI et d'autres étaient rentrés dans Bamako et auraient continué, continué avec leurs viols massifs, les massacres qu'ils organisent? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Donc il faut être un peu conséquent dans la vie. Juste un mot sur François Hollande pour conclure. Deux questions. On a eu l'impression avec l'accord social qui a été conclu jeudi dernier, sa fermeté face aux manifestants sur le mariage gay et cette guerre au Mali, que peut-être il était en train d'acquérir une nouvelle stature. Est-ce que vous le voyez comme cela? Alors d'abord, l'accord social, c'est pas lui. On ne peut pas dire qu'on veut la démocratie sociale alors qu'il a laissé l'espace, mais c'est la force, disons, des... C'est positif, cet accord? Vous le saluez aussi? Oui, c'était positif. Oui, moi je trouve que oui, c'est positif. Je comprends les réticences de la CGT, mais je dis que c'est positif. Pourquoi? Parce que si l'on dit démocratie sociale, eh ben c'est des compromis qui, sur le moment, c'est un compromis bancal, mais qui fait avancer les choses. Donc je trouve que aujourd'hui, disons, on avance vers l'expérimentation, justement, de la négociation sociale, ce qui est quelque chose qui manque, qui a toujours terriblement manqué à la démocratie française. Donc, mais ce n'est pas le président de la République.
c'est la responsabilité des syndicats qui ont signé et du patronat qui a signé, même si d'ailleurs la CGT n'a pas signé, par exemple, ou FO, ils ont participé au débat. Donc ils sont dans cet espace de la démocratie sociale dont la France a besoin. Dernière question, il est possible que le président propose un référendum sur le non-cumul des mandats. Vous le soutiendriez sur ce référendum et vous voteriez non au cumul des mandats ? Moi, j'ai toujours trouvé le cumul des mandats aberrant. Quand on est député, on n'est pas maire d'une ville. Quand on est maire, on n'est pas député. Quand on est président de région, on n'est pas député ou député européen. Donc, il est évident c'est une anomalie démocratique française, mais il y en a plusieurs. Par exemple, que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale soit décidé par le gouvernement, c'est une autre anomalie démocratique. Ça, il pourrait le changer tout de suite, que l'Assemblée nationale soit responsable elle-même de son ordre du jour. Je veux dire, c'est la moindre des choses du respect des institutions de la démocratie. Voilà, l'Européen Daniel Cohn-Bendit, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. BFM TV, donc merci Daniel Cohn-Bendit, c'était en duplex de Strasbourg en début d'après-midi. Restez avec nous, tout de suite c'est le journal de Rachid Embarki.